Bonjour, aujourd'hui on va voir le noyau, le kernel, et les types de noyaux. Le noyau monolithique, le noyau micro-noyau et le hybride qui est une combinaison entre les deux. Nous allons aussi voir les environnements informatiques, juste définir c'est quoi les différents environnements, et on va voir environnement personnel, à temps partagé, client-serveur, peer-to-peer, distribué, cloud computing, système en grappe, les clustered, virtualisation et containerisation. Alors, on va commencer par un petit rappel. On avait montré qu'il y a deux modes. Le mode utilisateur, ici les applications utilisateurs, et pour parler en matériel, nous avons un mode noyau. Ici, le mode noyau qui contient tous les services. Pour l'ouverture d'un fichier, par exemple, donc on est dans une application et elle veut ouvrir un fichier. Le fichier, il est sur le disque dur, ça veut dire dans le hardware, dans le matériel. Alors la première chose, dans le mode utilisateur, on va faire un system call d'une application. Bien sûr, on peut passer par une API et on va passer au mode noyau. Dans le mode noyau, on va commencer par le system call handler, la gestion de l'appel système. Et après ça, puisqu'on va ouvrir un fichier, on va aller au file system. Pour accéder au matériel, on va aller au device driver. Et après ça, on va accéder au matériel. Après ça, on va prendre les informations, on va les mettre dans la mémoire, donc la gestion de mémoire. C'est terminé, on a terminé l'appel système et on revient en mode utilisateur à l'application. Donc, on a fait un passage en mode noyau et après ça, on est revenu en mode utilisateur. Et toute la communication qui s'est faite ici, elle s'est faite à l'intérieur du mode noyau. Ça, c'est ce qu'on appelle un noyau monolithique. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est le noyau monolithique. Donc, ce type de noyau, il contient tous les services dans le mode kernel, dans le mode noyau. L'avantage, c'est la rapidité. Il y a moins de temps à gaspiller en basculant d'un mode à l'autre. On va voir dans le micro-kernel, on va passer du mode utilisateur au mode noyau, du mode noyau au mode utilisateur, et là, on gaspille beaucoup de temps. Donc, dans l'exemple précédent, un seul passage en mode noyau et tout le traitement se fait dans ce mode. L'inconvénient, difficile à ajouter ou modifier des services. Comme les services, ils communiquent entre eux, donc si on modifie un service ou on ajoute un autre, ça va impacter, ça va influencer les autres services, donc il faut prendre ça en considération. Donc c'est plus difficile d'ajouter ou de modifier un service. Un exemple, si on prend Unix par exemple, le mode utilisateur, il est là. L'interface, on utilise Shell, interpréteur de commande, et on passe directement aux services qui sont tous offerts dans le mode kernel, que ce soit l'entrée-sortie, les file systems, disk and tape drivers, le CPU scheduling, l'ordonnancement, etc. Et bien sûr, le kernel communique avec le matériel via une interface hardware. Le micro-noyau, quant à lui, consiste à placer juste les services essentiels dans le noyau. Le reste est placé avec les applications utilisateurs. Vous voyez maintenant, le noyau il est tellement petit. Il y a juste basique intercommunication entre processus, la basique gestion de mémoire, vraiment chose basique pour gérer une mémoire, et l'ordonnancement. Et ici, nous avons tout le reste des services. Ils sont placés en mode utilisateur. À côté des applications utilisateurs, nous avons la gestion des entrées-sorties, les drivers, le file system, etc. Pourquoi créer des micro-noyaux? Tout simplement pour la portabilité. Avec le minimum dans le noyau, ce noyau sera simple et facile à installer sur différentes machines et nous aurons l'avantage de modifier les services facilement et d'en ajouter d'autres puisqu'ils vont communiquer avec un noyau qui est simple à programmer et qui est assez petit. On le gère
assez simplement. Donc, comme les services ne communiquent pas directement entre eux, la communication passe par le noyau. L'ajout ou la modification d'un service n'influence pas la communication avec les autres services. Donc, si lui, il veut communiquer avec lui, donc ils n'ont qu'à respecter comment communiquer avec le noyau. Donc, lui, il va envoyer au noyau et le noyau va envoyer à lui. Donc, il n'y a pas une communication directe entre les services. L'avantage aussi, c'est la portabilité. Une portabilité facile vers de nouvelles architectures, plus sécurisées et plus fiables, moins de code s'exécute en mode noyau. Donc, s'il y a moins de code qui s'exécute en mode noyau, sachant que le noyau, il peut surveiller les applications utilisateurs, donc ça serait plus sécuritaire et plus fiable de passer par le noyau pour communiquer. Et un petit noyau, c'est assez simple à gérer. L'inconvénient, c'est la lenteur. Il y a beaucoup de passages entre mode utilisateur et mode kernel et c'est là qu'on va perdre beaucoup de temps. La communication entre les modules utilisateurs se fait par passage de messages. Ici, par exemple, on doit passer par le noyau pour communiquer. Si on revient à l'exemple de tout à l'heure, pour ouvrir un fichier, donc mode utilisateur, nous avons l'application ici. Elle va aller au mode kernel, lui il va faire les interprocessus communication et le scheduling pour aller parler au file system. Et après ça, le file system, s'il veut accéder au driver, il va envoyer un message qui passera par le kernel vers le device driver. Donc on va aller au kernel avec un scheduling et après ça on passe en mode utilisateur encore pour le device driver. Et après ça, lui, il va envoyer un message qui va descendre ici dans le microkernel et il va accéder au hardware. Après ça, il va remonter pour le memory management et après ça, on revient à l'application. Donc, il y a beaucoup de passages de mode utilisateur en mode kernel et c'est ce qui fait perdre beaucoup de temps. Un exemple de micro-noyau, le Mac OS 8 par exemple. Vous avez votre petit micro-kernel et vous avez tous les services qui sont dans le mode utilisateur et qui communiquent avec ce micro-kernel. Donc, ils ne communiquent pas entre eux, mais ils communiquent avec le micro-kernel. Maintenant, une comparaison entre le monolithique et le micro-noyau. Pour le monolithique, un grand processus qui occupe un seul espace mémoire. Vous avez ici le noyau, il occupe un seul espace mémoire. Pour le microkernel, il peut être divisé en plusieurs processus appelés serveurs. Moins de code à écrire pour le réaliser, ça c'est pour le monolithique. Ici, la communication est assez simple, il n'y a pas beaucoup de choses à programmer. Par contre, plus de code à écrire pour réaliser le micro-kernel, lui qui doit parler avec les différents services et gérer la communication entre ces services. Imaginez qu'un service plante dans le monolithique, ça fait en sorte que tout le noyau il va planter, puisque c'est un grand processus dans la mémoire. Ici par contre, si un service plante, c'est le service qui plante. Il ne touche pas au micro-kernel que lui, il continue à gérer la communication entre les autres. La communication se fait via un seul fichier binaire, un fichier statique. Ici, c'est juste un fichier binaire, donc la communication elle est très simple. Par contre, pour le micro-noyau, il y a une communication interprocessus et on sait que ça prend plus de temps et c'est plus difficile à programmer. Le noyau hybride essaie de combiner les aspects et les avantages du microkernel et du monolithic kernel. Exemple, Microsoft NT Kernel, qui est utilisé dans Windows NT 2000, XP, Server 2008, etc. Donc, si on regarde ici, tous les services, presque tous les services, ils sont dans un seul programme, dans un seul mode. Comme ça, la communication, elle est rapide. Mais aussi, nous avons un microkernel qui est programmé ici et la communication passe pour lui pour parler au HAL. Lui, c'est le Hardware Abstraction Layer, c'est lui qui parle avec le
matériel. Donc, plus comme le monolithique en ce qui concerne les services placés en mode kernel pour éviter le changement de mode. Et le microkernel est petit et ne contient que, ce microkernel qui est programmé, un premier niveau de gestion des interruptions, ordonnancement des threads et la primitive de synchronisation. On va expliquer tout ça par la suite. Maintenant, je passe aux différents environnements informatiques. Un système informatique utilise différents appareils disposés en différentes manières afin de résoudre différents problèmes. Cela constitue un environnement informatique dans lequel des machines avec différents matériels et systèmes d'exploitation traitent et échangent des informations. Avant, c'était simple, un seul ordinateur, tu as un seul système d'exploitation à l'intérieur qui te permet de gérer ta machine. Mais maintenant, les environnements informatiques, ils sont tellement variés, il y en a plusieurs. J'ai cité ici quelques-uns, le personnel, le time sharing, le client-serveur, etc. Donc, les environnements, ils sont tellement différents et complexes que le système d'exploitation doit gérer ces différents environnements informatiques. On va commencer par le personnel, comme on l'a expliqué. Donc, un ordinateur, par exemple, un seul système d'exploitation et il gère le matériel et les différentes applications qui sont installées sur ce système d'exploitation. Tous les processus système sont disponibles sur l'ordinateur et ils sont exécutés. Les différents appareils qui constituent un environnement informatique personnel sont les ordinateurs portables, mobiles, imprimantes, systèmes informatiques, etc. Mais nous avons une seule machine et elle gère ces processus et les différentes ressources. À temps partagé, l'environnement informatique à temps partagé permet à plusieurs utilisateurs de partager le système simultanément. Ça peut être un seul ordinateur, mais il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent l'utiliser. Chaque utilisateur reçoit une tranche de temps et le processeur bascule rapidement entre les utilisateurs en fonction de celle-ci. Pour cette raison, chaque utilisateur pense être le seul à utiliser le système. Client-serveur. Dans l'informatique client-serveur, le client demande une ressource et le serveur fournit cette ressource. Vous avez des clients ici. S'ils veulent quelque chose, ils vont demander au serveur et lui, il va répondre. Un serveur peut servir plusieurs clients en même temps, tandis qu'un client est en contact avec un seul serveur. Ici, lui, c'est un serveur, il sert les 4 clients ici, mais chaque client, il est connecté juste à un seul serveur. Le client et le serveur communiquent généralement via un réseau informatique, mais ils peuvent parfois résider dans le même système. Le peer-to-peer. Dans l'informatique peer-to-peer, chaque nœud considéré comme un peer, ici un peer, ici un peer, ici un peer, peut agir en tant que client, serveur ou les deux. Donc lui, il peut être serveur, donc les autres, c'est un client qui va lui demander un service, mais lui, en même temps, il peut être client et demander un service à lui qui va jouer le rôle de serveur et ainsi de suite. Chacun peut jouer le rôle de client ou de serveur. Le nœud peut diffuser une demande de service ou répondre aux demandes de service. Par exemple, quand on fait du Skype, c'est de la voix IP. Donc, vous êtes serveur et vous recevez, donc et vous êtes client en même temps. L'environnement informatique distribué contient plusieurs nœuds physiquement séparés mais reliés entre eux à l'aide du réseau. Donc, tous les nœuds de ce système communiquent entre eux et participent comme un ensemble dans la gestion des processus. Chacun de ces nœuds contient une petite partie du système d'exploitation distribué. Donc on peut avoir des nœuds où il y a un service qu'offre un système d'exploitation, une autre partie qui contient un autre service ou plusieurs services qu'offre le système d'exploitation. Et comme ça, les services sont distribués sur différentes machines. Le cloud computing fournit des serveurs de calcul, du stockage et même des applications en tant que service sur un réseau. Tu te connectes au réseau et comme service, tu peux faire du stockage à distance.
Tu peux faire des calculs à distance sur des serveurs. Tu peux aussi utiliser des applications qui ne sont pas installées sur ta machine, mais qui sont à distance. Les utilisateurs du cloud voient uniquement le service fourni et non les détails internes et la façon dont le service est fourni. Ça cache la complexité. Le service, il est loin et nous, on l'utilise directement sur notre machine. Le service, il peut être le SaaS, Software comme un service, Software as a Service, une ou plusieurs applications disponibles via Internet. Plateforme comme un service, PaaS, pile logicielle prête à l'emploi via Internet. Infrastructure comme un service, le IaaS, serveur de calcul ou stockage disponible sur Internet. On passe maintenant au système en grappe, ce qu'on appelle les clustered systems. L'environnement informatique en cluster est similaire à l'environnement informatique parallèle où plusieurs processeurs existent. Cependant, les systèmes en cluster sont créés par deux ou plusieurs systèmes informatiques individuels fusionnés pour qu'ils travaillent ensemble en parallèle. C'est un ordinateur, c'est un ordinateur, c'est un ordinateur, ils sont connectés entre eux. Ils travaillent tous ensemble, ils font des calculs ensemble en parallèle. Dans les systèmes en grappe, le partage du stockage se fait via Storage Area Network, le SAN. La haute disponibilité qui survit aux pannes est assurée par grappe asymétrique avec une machine en hot standby ou avec des grappes asymétriques où les nœuds se surveillent mutuellement. Le grappe de calcul High Performance Computing HPC profite de applications écrites pour utiliser la parallélisation et l'utilisation de Distributed Log Manager, DLM, pour éviter les conflits dans certaines opérations. La virtualisation. La virtualisation permet au système d'exploitation d'exécuter des applications dans d'autres systèmes d'exploitation. Nous avons l'habitude de travailler des processus ici sur un kernel et un hardware. Maintenant, la virtualisation. Nous avons Virtual Machine Manager, une virtual machine ici, une virtual machine ici, une virtual machine ici. Chacune elle a son propre kernel et le processus s'exécute sur cette machine virtuelle. D'autres processus s'exécutent sur cette machine virtuelle qui peut avoir un système d'exploitation différent. Et grâce au Virtual Machine Manager, ils communiquent tous avec le driver. Ils sont tous exécutés sur la même machine physique. Les types de virtualisation, nous avons l'émulation, utilisée lorsque le type de CPU source est différent du type de CPU cible, généralement plus lent. Par exemple, pour jouer à un ancien jeu sur une machine récente, on peut émuler, ça veut dire utiliser un CPU qui est plus lent que le CPU qu'on possède. Virtualisation, système d'exploitation compilé nativement pour le CPU exécutant les systèmes d'exploitation invités. Donc, le système d'exploitation de la machine, il est compilé pour qu'il puisse exécuter des systèmes d'exploitation invités. Ou, utilisé comme ici dans le schéma, le Virtual Machine Manager, qui va fournir des services de virtualisation et va permettre des machines virtuelles de s'installer sur notre machine physique et bien sûr sur le système d'exploitation de la machine. On termine avec la containerisation. Un Docker est un logiciel libre permettant de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. L'idée ici, c'est que vous avez un logiciel ou un programme, bien sûr, il y a des dépendances. Donc, pourquoi ne prendre toutes ces dépendances et les mettre dans un conteneur? Et ce conteneur, on va l'exécuter dans une machine host. Donc, le Docker est un outil qui peut impacter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé, qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur. Cela permet d'accroître la flexibilité et la portabilité d'exécution d'une application. Une fois que vous avez votre Docker,
c'est simple d'exécuter sur différentes machines, de différents matériels, différents systèmes d'exploitation parce que tout ce que l'application a besoin, il est déjà dans le Docker, il est dans le conteneur. Donc, il contient toutes les dépendances, tout ce qu'elle a besoin.